Coucou, c'est Claire. Alors, bienvenue dans cette vidéo de la méthode Créer sa chance. Cette vidéo numéro 1 qui regroupe la première et la deuxième partie. Donc, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, la première partie, c'est vraiment la conscience du conditionnement. Comment ça marche? On ne nous a pas donné le mode d'emploi. J'ai envie d'appeler ça, c'est un livre de Anthony de Mello, c'est quand la conscience s'éveille, quand je cherche à y voir clair, quand je veux comprendre un petit peu le sens caché des choses et que j'en ai marre de vivre une vie conditionnée où finalement je ne fais que répéter, répéter, répéter. C'est un peu le mythe de Sisyphe. J'ai tout le temps le rocher à remonter en haut de la colline, le rocher à remonter en haut de la colline. Donc, c'est quoi cette conscience du conditionnement? Déjà, quand on est bébé, on lutte pour la survie. Il faut qu'on survive. Le petit de l'être humain, il doit survivre et pour survivre, il faut qu'il plaise à son père et à sa mère. S'il plaît à son père et à sa mère, il va se mettre à pleurer et en fait, ça va l'apaiser quand le père et la mère lui donnent à manger dès qu'il pleure. Donc déjà, on a un principe fondamental de survie, c'est qu'il faut plaire à l'autre. Il faut plaire à papa et maman pour survivre. Sauf qu'après, toute notre vie, on n'est plus dans cet état du petit enfant, du nouveau-né, mais on en garde les traces et les réflexes. On garde le réflexe qu'il faut, finalement, pour survivre, plaire à l'autre. Il faut plaire à notre patron, il faut plaire à un tel. Et à chaque fois qu'on veut trop plaire aux autres, moi j'ai observé, j'ai eu la chance finalement d'avoir ce schéma de je plais aux autres, j'ai démissionné un petit peu de moi-même. Là, je vais énoncer les conditionnements les plus courants. Ensuite, j'ai choisi ce décor avec toutes ces images. Il faut savoir qu'on a chacun des images différentes de notre façon à être au monde et à voir le monde. Ensuite, quand on plaît à papa et maman, il y a un conditionnement sociétal général qui dit qu'on est responsable des émotions des autres. On va être responsable des émotions de maman. Parce que maman, elle nous dit, si tu ranges pas ta chambre, maman sera en colère. Pour que je sois heureuse, maman dit, fais ce que je veux que tu fasses. Du coup, le petit enfant, tout petit, il pense que en fonction de ce qu'il va faire, il va rendre heureux ou pas l'autre. Et ça, dans l'inconscient, on parle de l'inconscient ou conscient, on s'en fout de l'inconscient ou du conscient, mais en fait, ça, c'est quelque chose de très puissant qu'on va répéter et répéter. On croit que si on se comporte comme on imagine que l'autre veut se comporter, alors on va être accepté. Ensuite, on croit, et ça c'est beaucoup dans les relations de couple, moi j'ai fait cette erreur, c'est que si tu m'aimes, il va falloir que tu fasses ce que je veux. On se met à l'inverse, on devient le parent. Et ça, c'est la source de tous les malentendus dans nos chagrins d'amour, en fait. On devient des tortionnaires de l'autre parce qu'on a la croyance cachée, acquise, automatisée, le conditionnement. En fait, si tu m'aimes, tu dois faire ce que je veux. Du coup, ensuite, pour nous, très, très souvent, et ça, c'est Esther qui m'en a fait prendre conscience de cette façon aussi limpide à dire, j'aurais aimé qu'on me dise ça de façon aussi limpide, c'est que on croit que l'autre doit changer pour que moi, je me sente mieux. Et nombre de fois, tous les jours dans nos situations de vie, où on veut que l'autre change pour que je me sente mieux. On veut que notre partenaire change, on veut que notre mari change, on veut que notre patron change, on veut que notre adolescent change. Nombre de fois où moi j'ai dit, mais c'est pas possible qu'il soit aussi désinvesti des études, alors moi j'étais si bonne élève. Non, on veut que l'autre change pour que moi je me sente mieux. Donc, on voit bien que une des forces de ce programme, c'est qu'on s'est calibré sur l'autre au lieu de se calibrer sur soi. On a donné la télécommande à l'autre au lieu de la prendre pour soi. On croit que si l'on fait bien, c'est plaire à l'autre.
Ça, c'est un des premiers points du conditionnement. Donc, on n'a pas appris à écouter qu'est-ce qui se passe chez moi dans mon système émotionnel. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Comment je décode chez moi? Et ça, on verra dans la partie 2. Et du coup, on va passer des vies entières à vouloir que l'autre nous comprenne. Alors qu'on ne se comprend pas soi-même, qu'on ne nous a pas appris à décoder pour soi-même. De surcroît, on a beaucoup été éduqués à ne pas valoriser ce qu'on sait faire, mais à aller regarder les fautes qu'on fait. Alors après, ça va dépendre de notre conditionnement et de nos images. Mais vraiment, moi, qui étais bonne élève, j'ai eu un conditionnement par défaut. Je ne sais pas l'objet ici de raconter pourquoi j'étais en autodénigrement, mais j'allais regarder toujours tout ce que je fais de mal, tout ce que je ne sais pas faire, toutes mes limites, tout ce que je n'ai pas bien accompli. J'ai oublié d'acheter l'eau quand j'ai fait les cours, j'ai oublié d'acheter ça. Et du coup, une autoflagellation naturelle, au lieu d'aller regarder c'est quoi mes talents. Et ça vient aussi de l'école. Et moi, j'ai une croyance, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais j'ai observé dans les gens que je fréquente dans ma vie, plus on a fait d'études élevées, plus on a ce schéma à s'autodénigrer, parce que dans les études, on nous a autoflagellés. On nous a éduqués à la compétition, on nous a éduqués à la guerre entre les sociétés, entre les salariés, le classement, on nous a la guerre à la place du premier, la place du dernier, parce que pour certains, ce qui va être important, c'est la place du dernier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on nous a éduqués à être le meilleur dans toutes les grandes sociétés. Vous avez des classements, le meilleur vendeur, alors que tout ça, cette compétition, cette comparaison, ce dénigrement de notre spécificité et de nos talents spécifiques et de notre contribution au monde dans une grande symphonie où tout le monde se complète, c'est juste ce qui nous rend malheureux en fait. Parce que si vous réfléchissez, même le plus grand des compétiteurs, il est heureux quand il va partager avec les autres. Il est heureux quand il va être aimé, quand il va aimer. On est tous heureux quand on a dissous nos résistances dans la convivialité, dans le partage, dans la joie, dans de se sentir sans responsabilité, dans ce qui est le flot d'être cool. Bref, on n'a pas été conditionné comme ça. Donc, autant le savoir. Et ce premier point de la méthode, c'est cette conscience du conditionnement, comment il a été fait pour moi. Parce que là, je vous ai donné des grandes idées générales. Mais moi, qui étais dans l'autodénigrement et qui était dans la création et l'accompagnement de mes clients, je connais des grands chefs d'entreprise qui étaient dans la survalorisation d'eux-mêmes. Donc, qu'on soit dans la survalorisation ou dans la dévalorisation, c'est la même chose. Enfin, c'est pas le même schéma. Les gens dans la survalorisation sont beaucoup plus désagréables à fréquenter que les gens dans la dévalorisation. Mais dans la dévalorisation permanente, on a aussi des sensus victimes qui nous zaptent notre énergie. Donc, un autre des points du conditionnement, c'est la lutte pour l'énergie. Dans une fratrie, l'enfant, il lutte pour être regardé pour ses parents, il veut être aimé. En fait, la survie, c'est d'être aimé. Il veut le regard. Le petit enfant, il ne sait pas se donner son auto-regard. Donc, il veut le regard des parents. Et dans cette lutte pour la survie, il prend des rôles. Donc, dans les familles, on voit parfois qu'il y a le rôle du sauveur, qu'il y a le rôle du premier de la classe, de l'excellent, qu'il y a le rôle du timide, celui qui fait pas de bruit, qui se fait oublier pour être regardé. Et puis, il y a le rôle du malade aussi, celui qui est tout le temps malade pour que tout le monde focus l'énergie sur lui. Et donc, du coup, ces rôles qu'on a dans la fratrie très, très tôt endossés comme des costumes, ils vont nous suivre dans notre vie adulte. Et le secret d'aller redevenir qui on est vraiment au-delà de nos rôles, c'est d'arriver à l'identifier et avec amour de dire à ce petit enfant, mon chéri, toi, tu as aimé être malade tout le temps pour que tout le monde te regarde, mais aujourd'hui, est-ce que tu as envie de continuer ce sketch? Est-ce que c'est ce désir-là que tu as dans la vie? Est-ce que c'est ce désir de te sentir responsable de tout le monde? Ça, c'est la sauveuse.
et de s'occuper de tout le monde. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer ce rôle? Donc la conscience de comment on a été conditionné va nous permettre de choisir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Donc du coup, je vais finir cette première partie sur la partie 1 du conditionnement. J'ai choisi avec les images parce que un jour j'ai fait une formation sur l'énergie avec Jeffrey Allen et j'aime beaucoup comment il parle des croyances. Tout le monde parle des croyances limitantes, des croyances qui nous servent. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on croit et qu'on pense qui nous servent, et il y a des choses qu'on croit et qu'on pense qui nous servent pas. Quand je crois que je suis pas digne, quand je crois que je vais pas y arriver, quand je crois que c'est trop dur pour moi, c'est sûr que c'est des croyances qui nous servent pas. Quand je crois que je dois me sacrifier, quand je crois que je dois laisser tous les bons gâteaux aux autres et moi jamais les manger, c'est sûr que c'est des croyances qui me servent pas. Mais il faut savoir que c'est plus subtil que ça, c'est que notre vision du monde dépend des croyances qu'on a tout autour de nous. Donc, Jeffrey Allen, il parle, c'est sur l'énergie. Donc, imaginez une bulle de savon tout autour de vous. Vous avez vu que ma campagne pour créer sa chance, comme j'ai la conscience que nos pensées sont des fenêtres ou bien des murs, j'aime bien dire qu'on est bien dans sa bulle. Et donc, la bulle, c'est notre aura. Et ce qu'on pense, c'est l'énergie qu'on choisit. C'est le bain dans lequel on rêve de patauger, en fait. Je dis ça parce que moi, j'ai pataugé longtemps dans la boue avec mes chagrins d'amour. Et un jour, j'ai un coach, il m'a dit, mais t'en as pas marre, tu peux pas tourner la page? J'ai dit, mais t'es con ou quoi? Si je pouvais tourner la page, je tournerais la page. Mais en même temps, j'ai pris conscience que je pataugeais dans la boue. Et à partir de ce jour-là, j'ai demandé, je ne connaissais pas encore Astérix, mais j'ai demandé à la Lune, mais je fais quoi, moi? Donc, en fait, j'aime bien voir l'aura, c'est l'énergie dans laquelle on aime patauger. Par défaut, quand on n'a pas commencé à s'occuper à créer sa chance ou à commencer à créer sa vie de façon délibérée, on a des images qui nous sont acquises de la société. Si je suis née en Inde, en Birmanie, à Miami ou à Marseille, c'est assez différent. Si je suis née dans cette famille qui est riche, qui est pauvre, si je suis français, si je suis musulman, si je suis hindou, on voit bien que la culture et le milieu de culture, j'ai envie de dire, le milieu de culture dans lequel on a baigné petit, et même dans l'utérus de sa mère. Donc ça, c'est un autre Américain que j'ai rencontré, c'est Bruce Lipton, il a écrit L'effet lune de miel. Si on était capable de vivre tout le temps avec les émotions de l'effet lune de miel quand on est amoureux, on serait toujours en bonne santé. J'adore Bruce, je l'ai pris dans mes bras, c'est un grand doudou. Il a 75 ans et en fait, il a dédié sa vie à montrer que nos émotions et nos pensées avaient un impact sur l'épigénétique. Bref, même dans le ventre de notre mère, si on a une mère super cool ou une mère super stressée, on va palper le sang de la mère, on va palper le milieu de culture et on va être en habituation avec ce milieu de culture. Et par défaut, on a tendance à revenir à ce qu'on connaît, à ce qui nous rassure. Parce que dans le ventre de ma mère, j'étais en sécurité et je vais croire que l'anxiété, ça va me rassurer. Voilà. Ça, c'est la conscience du conditionnement. Et après, les images, j'en finirai sur l'image de Diogène. Diogène, il est dans un tonneau, c'était du temps des Grecs, à l'entrée d'Athènes, et il y a un inconnu qui arrive et qui dit je suis en train de changer de pays, est-ce que vous pouvez me dire comment sont les gens d'Athènes, est-ce qu'ils sont sympathiques? Donc Diogène, il répond je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire comment sont les gens du pays où vous venez? Et la personne lui dit oh, ils sont horribles, c'est terrible, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des pilleurs. Diogène, il répond à la personne mais écoutez, à Athènes, c'est les mêmes. 3 jours plus tard, un autre voyageur avec son baluchon arrive devant Athènes et demande à Diogène, dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me renseigner? Est-ce que les gens d'Athènes sont des gens agréables? Comment ils sont? Et Diogène, dans son tonneau, il répond, j'ai besoin de vous poser une question avant de vous répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, les gens du pays où vous venez, comment ils sont? Oh là là, c'est des gens charmants, c'est des gens exceptionnels, des gens souriants, des gens agréables à vivre, des gens cool. Et Diogène, il répond,
aux voyageurs. Eh bien, écoutez, les personnes d'Athènes sont les mêmes. C'est pour vous montrer cette histoire que notre perception du monde vient des filtres de nos croyances. Et nos croyances, c'est comme les tableaux de ce décor. Nos croyances, réellement, elles nous proviennent du passé, de notre milieu culturel. Et du coup, ce que j'ai appris avec Esther, de façon très imagée et très fun finalement, nos croyances, là, ces tableaux, c'est comme si vous aviez un sac de billes. Et dans les billes, il y en a des super et il y en a des pourris. Il y en a qui valent très cher et il y en a qui valent pas beaucoup. Et du coup, le principe, finalement, pour créer sa chance, c'est d'arriver à se débarrasser des billes pourries. C'est d'arriver à faire pouf, ça, j'en veux plus parce que j'y crois pas. Parce que j'ai plus envie de le croire. Et c'est d'arriver peu à peu à choisir les histoires qu'on a envie de se raconter et peu à peu, quelles sont les croyances qu'on a envie de cultiver dans notre jardin. Donc voilà, ça c'est l'intention. Par contre, parfois, selon la puissance du conditionnement, c'est pas aussi facile que ça. Et là, je fais directement ma transition vers la partie 2 de la méthode Créer sa chance. Et pour cela, je change de décor. Je viens dans un décor cosy et je vous invite avec moi dans l'auto-introspection. J'ai appelé ça l'auto-apaisement. Parce que si on attend que l'autre nous comprenne jusqu'à la fin de notre vie et qu'on attend d'être compris, ça ne marche pas. Donc, autant le comprendre assez rapidement. Moi, je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris. Et ce que j'ai appris dans mes pérégrinations entre Esther, Marshall, Byron Katie, on va faire un mezze, c'est qu'il y a une formule pour arriver à se comprendre. Et quand je me comprends et que je m'aligne sur mes désirs et que je suis OK avec moi-même, je vais être vachement plus cool pour être OK avec les autres. Je vais avoir une fenêtre de tir et je vais augmenter mon point d'attraction. Donc, je vais attirer des meilleures expériences. Ça, c'est la théorie. Mais avant d'avoir dissous mes blocages et mes traumatismes, parce qu'il y en a, je ne vais pas rentrer sur les miens, qui a été un traumatisme infantile à 3 ans. C'est peut-être pour ça que je fais ces vidéos, justement, pour essayer d'exorciser. Mais en fait, les émotions sont notre guidance pour arriver à se comprendre. Marshall lui disait, j'observe plutôt que je juge. Dès que je suis dans le jugement, c'est un con, il me fait chier. Je suis dans un besoin qui n'est pas satisfait. J'ai un contraste, j'ai une expérience de vie qui me montre que je suis très loin de mon désir. Mais c'est la liberté de l'autre de ne pas faire ce que je veux. C'est la liberté de l'autre. Je ne suis pas responsable de comment l'autre se comporte. Mais ensuite, je suis responsable de ma réponse à son agression. Je suis responsable de comment je me sens dans cette situation. Et comment je me sens, la conscience de l'auto-apaisement, je pense que j'en ferai peut-être une formation à part entière, l'auto-apaisement et arriver à nettoyer son écosystème, ça passe d'abord par la conscience de comment je me sens, quelle est mon émotion ici et maintenant dans ce moment-là. Parce que c'est cette émotion qui va me guider et qui va me dire si je suis dans la direction de mes désirs ou si je suis dans la direction opposée. Et il est très courant qu'on ait des croyances, des images qui nous empêchent d'aller dans la direction de nos désirs. Par exemple, le rapport que les femmes ont aux hommes ou que les hommes ont aux femmes. Dans mon cas, j'ai adoré avoir plusieurs vies en une. Qu'on soit très clair, je suis très auto-apaisée avec le fait de ne pas avoir gardé le même mari toute la vie. Et en même temps, je constate que j'ai eu quelques difficultés à établir une relation fluide et amoureuse avec quelqu'un.
J'avais une double croyance, une double image. C'est une femme, même au XXIe siècle, n'a pas le droit d'être seule. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme à son bras. Ça, c'est l'héritage judéo-chrétien de 2000 ans de domination masculine. Et une autre croyance qui disait « Ouh là là, c'est impossible d'être heureux en couple parce que en fait, c'est l'aliénation de l'un par l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui veut monter sur le manège de la soumission ou de la domination. Parce qu'on a été éduqués comme ça quand même. On monte sur des manèges, je te domine, je te soumets, je te soumets, je te domine. On rentre sur des jeux du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Et en fait, dès qu'on est dans ces jeux, on n'est pas heureux. Parce qu'on est éloigné de qui on est vraiment. Parce que notre être intérieur n'est pas sur ce registre de jeu. Lui, il aime jouer en toute authenticité, comme on dit à Marseille. Et il aime partager des moments de kiff avec ses copains. Il y a eu juste une petite interruption technique, donc je reprends sereinement sur cette partie 2 de la méthode Créer sa chance. Comment aller dans l'auto-apaisement et l'équilibre de notre écosystème? C'est vraiment Marshall Rosenberg qui m'a appris ce décodage des émotions. Chaque émotion, là pour dire, waouh, c'est ok, c'est super sympa ce que tu es en train de vivre. C'est en alignement avec tes désirs et tes rêves. Waouh, non, c'est pas du tout ok, c'est plus du tout en alignement. Donc en fait, là, on voit la lumière, elle se met d'un seul coup sur mon visage. C'est comment je remets la lumière et l'éclairage sur moi-même. Comment j'arrête de me calibrer sur l'autre? Comment j'arrête de vouloir faire plaisir? Comment j'arrête de dire c'est de sa faute et comment j'arrête d'essayer d'analyser le comportement de tout le monde? Je suis la première à le faire. C'est super plus facile d'aller dire c'est la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Madame, c'est pas moi, c'est lui. Comme on fait quand on est petit. C'est super plus facile d'aller mettre la faute sur l'autre que d'oser aller regarder qu'est-ce qui se passe en nous. Et pourtant, en CNV, en communication non violente, en fait, c'est une méthode super cool. C'est que, en fait, quand je mets l'éclairage sur moi-même, c'est juste la question est comment je me sens. Et ça va nous aider après pour la suite de la méthode de la création délibérée, parce que le comment je me sens va vraiment être la clé. Si je me sens bien, ça va être la clé pour créer sa chance. Donc, ce que je suis en train de vous raconter là, dans cette vidéo du point 2 de la méthode, c'est pas pour se faire plaisir d'auto-introspection. C'est que l'auto-introspection est nécessaire au recalibrage sur soi-même. Parce que on a vu dans le point 1, le conditionnement, il nous a, en automatisme et par défaut, il nous a poussé à se calibrer chez l'autre. Il nous a poussé à se brancher, à vouloir la reconnaissance de l'extérieur. Il nous a poussé à obéir et à se soumettre à l'autorité compétente qui est à l'extérieur. Et là, dans cette phase d'auto-apaisement, c'est acquérir la capacité à aller discerner pour soi et à aller regarder, à avoir de la clairvoyance, y voir clair que qu'est-ce qui se passe en moi, c'est quand même la jauge et la température, qu'il y a quelque chose qui est OK ou il y a quelque chose qui est pas OK. Quand il y a quelque chose qui est OK, je reste dans cette direction et je peux dire waouh, en fait, j'adore quand c'est bienveillant et là, je suis entourée de plein d'amis trop sympas. Du coup, je peux en conclure que je peux continuer à les voir et les voir de plus en plus. Et quand c'est pas OK, c'est waouh, c'est pas OK. Et si j'attends que l'autre change ou que la situation change ou que je réagis de façon conditionnelle, eh ben, je vais être malheureuse pendant longtemps. Et ça, on verra après dans quand j'ai décodé ce qui se passe et quand je suis allée voir quel est mon désir. L'émotion négative, elle me montre qu'est-ce qui est floué en moi. Dans ce qui est, qu'est-ce qui me convient pas. Je lâche, j'accepte d'être à Marseille et de vouloir aller à Paris et de ne pas être encore à Paris, parce que la qualité du voyage, c'est la qualité de mon acceptation, c'est la qualité de mon let it go. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que mon désir, c'est d'aller à Paris.
Et je n'ai pas d'autre choix que de prendre avec amour cette petite qui est ici tanquée à Marseille et qui n'arrive pas à trouver un véhicule pour aller se déplacer et prendre l'autoroute. Eh bien, c'est pas grave. Je vais le diagnostiquer et je vais pas attendre que ça vienne de l'autre. Donc voilà. Par ces petites anecdotes, je voulais expliquer comment les émotions sont notre boussole pour savoir si on se dirige vers ce qu'on aime ou vers ce qu'on n'aime pas. Quand on se dirige vers ce qu'on aime, la vie est plus agréable. Quand on va à l'encontre de ce qu'on aime, on a des émotions désagréables. Et parfois, on a des schémas, on a des images, comme on a vu dans la partie précédente, qui nous empêchent de nous diriger vers ce qu'on aime. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des croyances, parce que nos parents nous ont dit qu'il faut travailler dur pour réussir et qu'on n'a plus envie de travailler dur, on est trop épuisé, on est en burn-out. Il y a un autre moyen que travailler dur, hein, c'est se connecter à l'intuition, c'est la partie 6 de la méthode Créer sa chance. Arriver dans le coin de son canapé, quand la neige tombe, comme dans ce décor de Google Meet, arriver à discerner, arriver à écouter et à respecter ce qui se passe en moi. Parce que il y a une autre étape. Parfois, quand il y a du traumatisme et qu'il y a des habitudes de pensée trop inversées, j'en ferai une conférence à part entière parce qu'on ne peut pas mélanger tout. Il faut aller faire ce focus. Il faut aller creuser. Je ne suis pas pour creuser en règle générale, parce que je crois à la loi d'attraction, si on reste dans sa boue, on attire plus la boue, mais de temps en temps, il faut aller nettoyer. Et il y a plein de méthodes de nettoyage des croyances. Ça va de l'hypnose à la thérapie, à l'écoute, enfin, il y en a des tas, l'auto-hypnose. Il y a des techniques par le souffle qui libèrent le corps. La méditation, moi, a été une technique très importante. Mais c'est le passage obligé de mettre la lumière sur soi pour pouvoir être à l'écoute de notre écosystème, parce qu'on parle de sauver l'écosystème de la planète, mais l'être humain ne sait déjà pas s'occuper de son propre écosystème. Donc, pour abolir la guerre et pour créer sa chance, il faut d'abord abolir la guerre en soi. Abolir la guerre en soi, c'est se respecter, c'est s'écouter, c'est discerner et c'est ne pas attendre de l'extérieur qui nourrisse nos besoins, mais c'est commencer à les nourrir soi-même. Et c'est surtout cette croyance que Esther nous dit, c'est tout travaille parfaitement pour moi. Parce que ce qui nous rend heureux, c'est ce réalignement sur notre être intérieur inconditionnel qui, lui, est la somme de l'énergie qu'on met dans le vortex de tous nos désirs, de tous nos rêves, de toute cette ambiance dans notre bulle de pensée qu'on a envie d'expérimenter. Une ambiance bienveillante, une ambiance de douceur, laquelle on a envie de vivre à ce moment-là, c'est nous-mêmes qui pouvons aller choisir, Si je donne la télécommande à l'autre, et si je mets pas la lumière sur moi-même et que je dis c'est pas ma faute, c'est celle de l'autre, je vais rester aliénée à la perte de mon pouvoir. Et la seule voie pour retrouver mon pouvoir personnel, c'est de commencer à arriver à me comprendre, parce que je vais commencer peu à peu à lâcher le besoin d'être comprise par les autres. Et là, c'est enlever les mauvaises herbes de son jardin, c'est enlever les images qui nous entrapent, c'est choisir les billes qui m'intéressent dans mon sac de billes. Sachant que les billes, c'est des croyances, hein, comme les cadres, comme les images sur les cadres qui m'empêchent de voir le monde comme il est, ou qui me fait voir le monde comme je le vois avec mes croyances. C'est cette condition sine qua non de l'auto-apaisement qui va faire qu'on va pouvoir aller dans les prochaines étapes de créer sa chance. Donc, merci d'être resté avec moi. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va parler du point 3 et du point 4 pour faire quelques pas de plus vers muscler notre aptitude à se comprendre et à créer sa chance et à trouver des émotions qui sont agréables lors de notre voyage dans cette vie terre.
Voilà. Merci et à bientôt.